Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons raconter des histoires horrifiques. Le concept est très simple, nous allons raconter chacun de notre tour une histoire et nous allons devoir deviner si elle est vraie ou si elle est fausse. Je suis avec Adeline, Sora et Yvan, nouvelle tête sur ma chaîne. Comment allez-vous? Histoire d'horreur. J'espère que le concept va vous plaire et s'il vous plaît, il y aura sûrement une édition 2, 3, enfin bref. On va se concentrer sur la première. J'ai peur les gars. En vrai, on est dans une ambiance hyper creepy. Est-ce que vous êtes prêts à déceler le mensonge ou pas? Parce qu'en fait c'est ça en fait, qui ment parmi nous? Est-ce que déjà vous savez bien mentir? Toi, je sais, tu sais pas mentir. Ouais, c'est vrai. Tu sais pas mentir? Ah, Aline, je sais pas. Et toi? Tu sais bien Ma vie mentir, est un toi? mensonge, moi. Putain, mais regardez-le. Mais déjà, on est en compagnie d'Indiana Jones, donc déjà de base. Et toi, tu mens très mal aussi. Moi, je mens très mal, ouais. Ou alors, tu sais juste pas, mais toute notre couple est un mensonge. Toute notre couple. Le français est un mensonge aussi, la grammaire est un mensonge. Je vais commencer. Êtes-vous prêts? Oui. C'est parti. Du coup, ça te dérange pas si on te fixe comme ça? Non, y a pas de souci. Est-ce qu'on peut intervenir pendant l'histoire ou on te laisse? Tu peux intervenir si tu en as besoin tout de suite. Voilà. Nous sommes en 1900. J'en ai besoin. Je peux intervenir? Oui, je vous en prie. T'es en 1900 combien là? J'allais le dire en fait, j'allais finir ma phrase. Si tu continues, tu vois la bougie, ça va être dans tes fesses. Je crois que ça me plaît. Non? Ok, pardon. Nous sommes en 1918. Une épidémie fait rage en Espagne et même dans toute l'Europe. La grippe espagnole. Bravo Adeline, exactement. On est vraiment les deux mauvais élèves. Il y a même des cas qui ont été recensés en Amérique. Notre histoire se passe en Espagne. Face à cette épidémie, les autorités espagnoles décident de construire, d'adapter diverses structures pour accueillir les malades. Je regarde qu'il y aurait quelqu'un derrière. Et nous allons nous intéresser à un complexe du nom d'Osso Amarillo. Voilà, la traduction sera juste ici. Durant 2 années, ce lieu fut un centre de quarantaine et un refuge pour les malades. Et malheureusement aussi, ce fut une hécatombe. Les gens qui y rentraient mouraient, malheureusement. Aussi bien des adultes comme des enfants, ou même les soignants, les infirmières, les docteurs. Il y eut en fait tellement de morts que les gens des régions voisines et tout ont fini par dire que ce lieu était maudit. Au fur et à mesure des années et que la grippe espagnole a disparu, le lieu a été abandonné. Dans les années 80, le gouvernement espagnol décide de réhabiliter les lieux, de transformer ce complexe en hôtel. Bah oui. Mais malheureusement, les travaux ne durent que 2 mois à peu près, car il y a eu beaucoup d'accidents. Les ouvriers qui travaillaient là-dedans eurent des accidents, que ce soit d'électricité, ou ils tombaient aussi beaucoup malades. Une nouvelle fois, le lieu a été abandonné. Et c'est depuis 1991 où le lieu, à vendre, démerdez-vous. Ce jour, la vie de ma mère, j'entends pas du bruit. Mais il y a Alexis qui est assis sur la caméra, c'est pour Oh, ça. j'ai juré, ok, je croyais qu'il y avait des trucs. Et on se retrouve en 1994. Et un lycéen du nom de Javier entend parler de ce complexe abandonné par l'un de ses camarades de classe. Et c'est en fait un passionné de photos, d'exploration. Il décide, après avoir demandé à son grand frère s'il pouvait aller dans les lieux. Il fait de l'urbex partout, mais pas dans un truc comme ça. Donc du coup, après que son grand frère ait décidé d'y aller avec lui, son grand frère s'appelle Paillet, ça vous va? Attends, elle a dit ça vous va? Non, il s'appelle Payard. Le 8 novembre 1994, Payard et Javier décident d'aller faire un urbex. Je sais même pas si dans les années 90, on avait déjà le mot urbex. 16 ans et son grand frère 19 ans. Mais tu me dis si je te dérange pendant mon histoire. Payard a 19 ans et son petit frère a 16 ans. Donc ils décident d'y aller tous les deux et ils arrivent là-bas vers 10h. Il pleut énormément, c'est vraiment une journée de merde. Ils sont relativement prudents quand même, ils y vont la journée, on sait jamais ce qu'ils peuvent trouver et tout. Au début, ils testent avec la porte d'entrée pour voir et tout, mais non, il y a une chaîne et tout, donc ça passe pas. Ils font le tour du complexe un peu à la hâte parce qu'il pleut. Derrière l'un des bâtiments du complexe, il y a une espèce de porte cochère. Donc ils s'abritent et en s'abritant, Payard donne un coup à la porte derrière et elle s'ouvre. Javier, lui, est très excité. Il se dit, c'est bon, on peut rentrer par là. Payard est beaucoup plus sur la réserve. En fait, ils se coordonnent pour dire ce qu'ils vont dire s'ils croisent quelqu'un. Chose totalement normale, parce que moi, j'ai fait la même chose quand j'ai fait un urbex. On s'est dit, si on tombe sur quelqu'un, on nous dit, c'est ouvert, voilà, on est rentré. Donc, ça y est, ils sont enfin dans le complexe. Ils visitent, du coup, les bâtiments de pièce en pièce. Javier prend des photos, parce que c'est déjà sa passion. C'est un peu comme Disneyland, finalement. Non. Et ils ont pas peur que les choses s'écroulent ou quoi? Il y avait très peu de choses et justement c'est un peu laissé en mode il y avait des travaux mais ils sont partis un peu précipitamment. Donc du coup ils continuent... Pardon. Attention Adeline. Et là ils arrivent dans une chapelle. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient prier pour leur famille. Donc du coup ils rentrent dans cette chapelle, plutôt vide. Il y a juste un espèce de crucifix sur le sol, pas très grand mais voilà, face contre terre. Le crucifix... Le crucifix dans le sol, ça me met un peu mal à l'aise. Donc ils sont un peu intrigués par la salle, ils la regardent. Et là d'un coup, comme un souffle au niveau de leur dos, une main se
posés, tu vois, comme une espèce de pression. Tous les deux ressentent ça. Donc du coup, ils se regardent, leur sang se glace, ils se disent bah on s'en va. Donc ils commencent à quitter la chapelle et ils se rediriger vers un couloir. Et là, il y a Pillard, le plus grand frère, qui sent quelque chose lui tirer en fait le jean au niveau du mollet. Il se met à crier. Du coup, son frère dit qu'est-ce qui se passe et tout. T'as pas vu, regarde, je suis sûre, on m'a tiré le jean en fait au niveau du mollet et tout. Ils entendent comme des sanglots d'enfants qui résonnent un peu dans le bâtiment loin, tu sais, mais Ravière en fait prend son frère, son grand frère, il dit on se casse. Du coup, ils commencent à se mettre à courir. C'est comme si les cris et les pleurs se rapprochaient. Mais c'est un film d'horreur là. Ils osaient pas en fait se retourner. Ils rebroussent chemin jusqu'à limite sortir en sautant, tu vois. Et là, plus rien, juste ils entendent la pluie et ils sont exténués par contre. Ils se dépêchent de rentrer dans leur voiture et rentrer chez eux. Et des années plus tard, c'est Ravière qui raconte cette histoire lors d'une interview. C'est la première fois qu'il parle de cette exploration et il dit qu'il n'a jamais développé les photos parce qu'à cette époque-là, tu sais, tu développais parce que ça le terrifie. Son frère lui a interdit aussi. Ils ont peur et donc du coup, ils ont jamais développé les photos. On ferait quoi nous si on Moi, je avait une développe. expérience comme ça? Moi, j'aurais trop peur, je pense. Et je fais le buzz. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de se taire là-dessus. C'est la fin de mon histoire. Donc du coup, c'est à vous de déterminer si cette histoire est vraie ou fausse. Bah déjà c'était hyper intéressant parce que t'as donné plein de détails de dates et tout. C'est pas des petits détails comme le nom de la ville. Généralement quand c'est trop détaillé c'est faux. J'ai beaucoup aimé l'histoire déjà, mais moi je pense que c'est faux. Moi je pense que c'est faux aussi. La sensation de la main et tout ça, là j'ai eu peur. Moi, je pense que c'est vrai. J'aime jamais penser que c'est vrai. Il y a des trucs vraiment qui peuvent être plausibles, des histoires, ça ressemble à des histoires que j'ai pu entendre. Chevalet. Moi je valide faux. J'hésite un peu, mais à la base j'ai eu l'instinct que c'était faux, donc peut-être faux. Eh bien, mon histoire était fausse. Let's go. Je savais. C'est quoi qui m'a trahi? Les détails, trop de détails. Mais n'importe quoi, t'as plein d'histoires où c'est détaillé de fou. Non, je sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que tu as trop cherché à justifier. Oui, c'est tout à fait normal quand on fait de l'urbex, moi ça m'est arrivé, machin. Et... Elle nous engueule alors qu'on a trouvé là, le seum. Tu as croisé la vérité avec une expérience vécue pour que ce soit... Ah, tu m'as saoulé là. Ouais, bah, elle est vexée carrément. Nous avons 1 point pour Sora, 1 point pour Adeline. Yvan, désolé, 0 point. Ouais, c'est pas grave. C'est bon, j'ai fini ma pression. Elle a pression, moi je la sens pas, je la bois. Elle a bien pression. Adeline, elle est au bout de sa vie. Alors, c'est à moi de raconter l'histoire, très bien. Alors déjà, c'est une histoire un peu de seconde main, parce que c'est quelqu'un qui a entendu cette histoire à une soirée. Cette histoire, c'est l'histoire de Rachel, qui vit dans un petit patelin, à la frontière du Canada et de l'Ontario, je crois. À cette époque-là, elle a une dizaine d'années à peu près. Elle vit avec sa famille, son frère. C'est vraiment un endroit perdu, assez pauvre, genre ses parents c'est les seuls qui ont un vrai boulot, enfin voilà, c'est un peu la misère. Il y a une maison devant laquelle elle et son frère passent quand ils vont promener le chien, et cette maison est une maison abandonnée. Donc ça ressemble un petit peu à... On est sur d'urbex. On est un peu sur de l'urbex. Cette maison, donc ils passent devant, ils sont assez intrigués, on voit qu'elle est abandonnée, il n'y a jamais de lumière, le jardin est en friche, donc ils demandent à leurs parents qu'est-ce que c'est que cette maison. Et les parents, ils disent n'allez pas là-bas, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce que c'est. Évidemment, quand t'as des maisons comme ça, tu penses tout de suite squat. Rachel, c'est une enfant assez sage, elle écoute ses parents. Et puis les années passent, et un jour, ils vont chercher du pain à la boulangerie, un dimanche matin, un truc comme ça. Et ils entendent parler de cette maison par une petite vieille qui est là, qui discute avec des autres personnes du village dans la boulangerie, et ils captent qu'elle parle de cette maison, et elle dit c'est un mec qui vivait là, un homme seul, un peu étrange, qui faisait des expériences, qui était comme une sorte de professeur, qui avait l'air très intelligent, et puis du jour au lendemain, cette personne n'a plus vécu ici, ça fait une bonne dizaine d'années, et la maison est restée telle quelle. Là, Rachel, elle est assez intriguée, elle a à peu près 16 ans maintenant, et elle et son frère se disent on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette maison. Tu vois, ça commence toujours par une idée de merde. Attends, sinon t'as pas de scénario. Ils y vont aussi pour une raison, c'est que Rachel, il y a quelques semaines ou quelques mois, a reçu pour Noël un caméscope. On est dans les années 2000, caméscope comme ça, là, tu sais... Tu sais, genre Outlast. Cloverfield. Elle est devenue réelle par la suite. Donc c'est vraiment une passion qui commence et tout. Ils avaient commencé un petit peu à filmer des petites scènes. Son frère, il fait un peu l'acteur et tout, ils déconnent tous les deux. Enfin voilà, c'est des ados quoi. Donc ils se disent, ça fait des années qu'on voit cette maison, on voit très bien qu'il n'y a pas de danger spécifique. Ça part en reportage. Rec commence comme ça. Blair Witch commence comme ça. La nonne commence comme ça. Non, non, du tout. Ah ok. Pour l'instant, ça ressemble un peu. Elle regardait derrière, je vois, elle regardait derrière, ça m'a fait peur. Je suis hyper tendu.
Tu vois, je t'avais dit. Je suis désolée. Donc ils décident d'aller dans cette maison. Alors ils y vont un après-midi où ils n'ont pas de cours. Les portes sont ouvertes et en effet, il n'y a rien qui a bougé. Personne n'est entré pour voler. Il n'y a rien qui est en désordre à part comment cette personne vivait. Elle, qui est devenue réalisatrice par la suite, n'a jamais voulu faire un décor aussi stéréotypé. C'est vraiment un stéréotype de savant fou. Il y a des espèces de petites machines partout, il y a des notes, des carnets. Et donc ils sont super intrigués, ils commencent à regarder, ils ouvrent un petit peu les carnets et ils voient que cette personne était en train de faire des recherches sur le paranormal, d'autres formes de vie peut-être, sur plein de choses comme ça. C'est assez cool à regarder. Et donc on est en hiver, la nuit tombe, l'ambiance change dans la maison, forcément. Ils sont restés combien de temps dans la baraque? Enfin 16h, 17h. Ah, d'accord, moi je croyais qu'ils étaient arrivés en début de journée. Eux, ils ont pris quand même des petites lampes torches et tout ça, ils ont le petit caméscope, ils ont fait des petits plans, machin. Et là, la nuit est tombée, ils sont seuls dans cette grande maison, vide, où ils sont pas censés être. L'ambiance devient pesante. Ils entendent du bruit, donc la maison est un peu vieille, ça craque. Ils entendent vraiment des trucs un peu chelous, comme s'il y avait quelque chose qui fouillait ou quoi, donc peut-être une bestiole. Ils sont pas à l'aise, qui décident de partir, forcément. Rachel, évidemment, va regarder les images qu'elle a tournées. Donc elle branche son petit caméscope là. Pourquoi je fais comme ça? Parce que c'est comme ça. La lance-roquette. Elle le branche, là il faut mettre... Mais il a regardé, ça m'a fait peur. Elle branche son caméscope, elle regarde les images. Il y a quelque chose de bizarre. Ils étaient dans un couloir, ils filmaient le couloir, il y avait une pièce sur le côté. On devine une sorte de silhouette d'une personne avec une blouse blanche. Sachant que ce mec, cette espèce de chercheur, a vraiment disparu. Alors est-ce qu'il est passé dans une autre dimension? Est-ce qu'il a fait un truc chelou? Elle voit ça, elle le montre à son frère. Ils hallucinent, ils sont pas bien, ils se demandent est-ce qu'ils sont fous, est-ce que... Allez, ils regardent plusieurs fois l'image et tout ça. Ils décident d'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Rien, continue, il bouge lui là-bas là. J'ai confiance en personne ici, je n'ai pas d'amis, d'accord? Ses yeux, ils bougent, ils font comme ça, ses yeux. Je n'ai pas d'amis ici, j'ai peur. Ils sont pas bien, ils en parlent à leurs parents, ils montrent les images, ils avouent qu'ils ont été se balader là où ils devaient pas être. Enfin, c'est quand même un peu une violation de domicile. Puis de confiance aussi, parce qu'il leur avait dit de pas aller là-bas. Et les parents voient les images, trouvent ça également flippant, en parlent autour d'eux. Donc dans le village, ça parle beaucoup, du coup ça remue un peu des trucs. Et ce que je trouve assez mignon en fait dans cette histoire, c'est que ça a pris une plus grande ampleur, ce qui a fait que cet endroit est devenu maintenant un endroit touristique et des gens viennent voir cette maison. Mais ça va pas, non? Donc c'est devenu un endroit touristique du paranormal. Et qui s'appelle? J'ai pas... Attends. Ah, Ravenswood. Encore un peu cliché, Ravenswood, si je peux me permettre. Mais bon, je dirais mes théories plus tard. Et donc c'est devenu voilà un endroit ce qui a relevé un petit peu l'économie de ce petit trou paumé, perdu, qui à l'heure actuelle est toujours connu. C'est fort. T'as envie de te retourner, frérot? Non, je veux pas. C'était fort crédible. Ah, j'ai bien aimé l'histoire aussi. On dirait que tu t'es chié dessus. T'es comme ça. Je suis pas à l'aise. J'ai pas de trucs bizarres partout. Elle est pas archi flippante en soi parce que il y a pas grand chose qui s'est passé dans la maison ou quoi. La situation, le contexte est pas ouf là. Ça a toujours un peu été une peur. Tu filmes quelque chose, tu regardes ta vidéo, tu vois un truc qui était pas censé, qui n'était pas là lorsque Tu sais, quand je faisais un let's play de Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie, à un moment je regardais ma facecam et c'est vrai que j'avais rien derrière. Et c'était bizarre. Tu sais, toutes les histoires de fantômes, tu sais, t'avais plein d'émissions comme ça où t'avais des photos qui avaient été prises. Tu vois une espèce de visage un peu bizarre. Enfin, Les premières histoires quand YouTube commençait là et qu'on avait les premières émissions du paranormal. toi, t'aimes pas ce que tu vois pas? Moi, j'aime pas ce que je vois pas. C'est juste qu'il y a rien qui sera plus effrayant que ce que j'ai dans la tête. Tu vois la scène dans Paranormal Activity quand le démon il s'avance, tu sais qu'il est dans la pièce mais tu le vois pas. Le démon, il a la forme de ce que t'imagines qu'il a. C'est un épouvantard le truc. ton histoire est crédible en vrai. Est-ce que mon histoire vous semble vraie ou fausse? Pour moi, oui. Moi, pour moi, elle est fausse. Quand je lui ai demandé le nom de la maison, qu'elle a commencé à chercher, qu'elle s'est arrêtée en disant Ravenswood, ça sort de Netflix, ça. Vous ne m'aurez pas, c'est faux. J'ai tendance à dire oui pour moi. J'ai dit la bonne réponse? Elle est fausse. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais par contre, c'est vrai que Ravenswood, là, j'ai... Ah ouais? Tu vois, j'en étais sûr. Tu vois, je te l'avais dit. Ravenswood. J'en étais sûr. J'avais vraiment un trou de mémoire par rapport à ce qui était écrit sur mon truc. Mais c'est vrai que moi, j'avais tiqué aussi sur le nom et je voulais le changer et j'ai pas... Ah, c'est le vrai nom de Ravenswood de l'histoire? Ouais. Je me suis dit, c'est trop Netflix Sabrina l'apprentie sorcière. Au final, ma logique. Ouais, bah écoute, hein, les coïncidences sont les pires ennemis de la vérité. Ok. Du coup, tu as 2 points. C'est au tour de Sora. Il fait bien son malin. Va-t-il nous berner ou pas? Va-t-il devoir lire son texte entre-temps? A-t-il des cheveux sous cette casquette? A-t-il une calvitie? C'est beaucoup de questions, là.
Ok, mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire de Thibaut. InShape? Oh, c'était ma vanne, ça arrivait. J'allais dire Thibaut fait de la muscu dans sa chambre. T'as tout niqué. Thibaut est un jeune homme qui a la vingtaine passée. Il est ingénieur dans un domaine scientifique, c'est quelqu'un de très cartésien. Il a toujours une explication rationnelle à tout ce qui lui arrive. Et dès qu'il n'arrivera pas à expliquer ce qui lui arrive, ce sera des ok, je suppose que c'est ça. Ok, ça devait être ça. Aujourd'hui, 1er novembre 2022, c'est au moment où il a écrit cette histoire, où il l'a partagée, il n'a toujours pas d'explication ce qui lui est arrivé. Ça lui est arrivé quand il avait entre 10 et 15 ans, et il faut savoir que dans sa famille, toutes les personnes sont assez terre à terre. Sauf pour une personne, sa grande sœur. Et d'ailleurs, il se rappelle qu'elle avait dans sa chambre plein de petites choses un petit peu en rapport avec ça. Des petits objets à connotation un petit peu spirituelle, des attrape-rêves, des machins, etc. C'est la seule qui croyait en ce genre de choses. C'est dans un chalet en Haute-Savoie que l'histoire se passe, c'est là où il a toujours habité jusqu'à cette histoire. Après, il a déménagé et vous comprendrez pourquoi. Son grand frère et sa grande sœur n'habitaient déjà plus dans la maison familiale, donc il était seulement avec ses parents. C'est une très vieille maison, c'est une très vieille bâtisse, et aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, il a toujours été habitué au bruit un petit peu bizarre d'une maison. Le bois qui craque, le parquet qui grince, les volets qui font un petit peu de bruit. Il parlait aussi des souris. Dans ce qu'il raconte, ça n'a aucun problème. Enfin, moi, je me chie dessus, personnellement, mais lui, il n'y a aucun souci. Non, en vrai, moi, ça m'arrive. Ah, il y a des petites souris qui se baladent chez toi? Oui, enfin, pas là actuellement, mais dans mon ancienne maison, oui, j'entendais des trucs comme ça qui se baladaient et tout. Et... Moi, tant que c'est pas des rats, ça va, je vérifie. Ah, mais souris, c'est ok? Oui. Ok. Là, je vais essayer de vous expliquer et il y aura un plan qui va s'afficher maintenant. Ça, c'est le plan qu'on m'a donné, c'est le plan de Thibaut. Maintenant, je vais vous mettre un plan de la prod parce que le plan de Thibaut, c'est de la merde. C'est de la merde. Personne ne le comprend, d'accord? Ça m'a pris 20 minutes pour le déchiffrer, Thibaut. Va te faire foutre. Bref. Il y avait le rez-de-chaussée et à l'étage, il y a un escalier, un couloir qui donne au fond sur la chambre de son grand frère. Cette chambre-là, on s'en fout, elle nous intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce couloir, tu as ensuite une porte qui est à gauche, une porte qui est à droite. À gauche, c'est la chambre de Thibaut, à droite, c'est la chambre de la grande sœur. Ce qui est intéressant dans ces chambres, c'est qu'elles sont faites en miroir. La chambre de Thibaut est exactement l'exact opposé de la chambre de la grande sœur. Tu as une pièce principale dans laquelle est disposé le lit, et ensuite tu as un espèce de renfoncement avec un encadrement de porte qui est une espèce de sous-pente où tu peux ranger des choses. La grande sœur, elle, a son lit du coup dans la chambre principale. Thibaut a son lit également dans la chambre principale, sauf que Thibaut était terrorisé de cette espèce d'encadrement de porte qui amenait vers la sous-pente. Lui, dès qu'il voyait cette espèce d'encadrement, il pouvait pas s'empêcher d'imaginer un truc sortir de l'encadrement. Mais je croyais qu'il était cartésien, blablabla. Il était petit. Entre 10 et 15 ans. Il a 15 ans, il est petit. Moi, j'ai beau être cartésien, je t'assure qu'à 10-12 ans, avant de me coucher, je regardais tout le temps en dessous de mon lit. Il pouvait y avoir Flavie en dessous. Et alors là, quelle horreur! Quelle horreur! Quel cauchemar! Pour lui, pour résoudre ce problème, le lit, il l'a déplacé dans la sous-pente. Il est dans l'espèce de petit encadrement. Où il avait peur avant? Là où il avait peur. Comme ça, puisqu'il y est, il maîtrise l'environnement. J'aime bien ce gars. J'aime bien ce gars. Il passe du coup au-dessus de sa peur. Le jour où se passe l'histoire, parce que là on y arrive, on commence enfin, Thibaut est tout seul. Il vérifie, alors un peu comme moi je faisais quand j'étais petit, il fait le tour de la maison, il vérifie que la porte d'entrée est bien fermée, que chaque fenêtre est bien verrouillée. Voilà, il fait vraiment le petit tour de sécurité avant de monter dans sa chambre. Petite chose à préciser, c'est très important, Thibaut avait un petit problème avec sa porte de chambre. C'est-à-dire qu'il y avait un souci au niveau de la poignée. Lui, quand il avait vraiment très peur de ce qui pouvait arriver, je sais pas, moi par exemple, on a tous connu ça, t'éteins la lumière, tu cours tracé dans ta chambre, tu te mets sous la couette, personne ne peut t'agresser. Donc Thibaut, ce qu'il faisait, c'est qu'il tirait très fort la poignée de sa porte, ça retirait la poignée de l'intérieur, et du coup de l'extérieur, tu tournais dans le vide, tu pouvais pas ouvrir la porte. Par contre, c'est un degré de paranoïa, quoi. Je préfère préciser que moi, je prenais mon meuble de bureau, je le poussais devant la porte, et je prenais un couteau de la cuisine que je mettais sous mon oreiller. Mais on t'a tué dans une vie intérieure dans ton lit? On sait jamais. Le temps qu'il pousse mon bureau, petit coup de couteau. Thibaut se couche, sa petite couette. Pourquoi tu bruit de tête? Pourquoi tant de... Déjà que ton histoire elle est longue, et bah, si tu rajoutes des détails comme ça, là on n'a pas fini. Et à 2h du matin, il entend un bruit qu'il ne reconnaît pas. Pourtant il est habitué au bruit de la maison. C'est un espèce de bruit de grattement. Comme si quelqu'un, avec des griffes, grattait à la porte. C'est pas quelque chose qui paraît instinctif comme un animal. Non mais on n'est pas obligé d'avoir les détails. C'est ce bruit-là. Ah, j'aime pas, elle est horrible.
Oh, elle est horrible, tu l'as pas vue. Tu l'as pas vue, elle est affreuse. Elle était à 4 pattes. Pour lui, après avoir analysé la situation, il s'assoit sur son lit, il essaie de reprendre un petit peu son calme. Malheureusement, les bruits ne s'arrêtent pas et s'intensifient. Ça ne peut que être humain. Il cherche d'où peut provenir ce bruit, il regarde partout, en haut, en bas, évidemment il est dans le noir complet, il a très peur, donc au niveau des mouvements c'est très limité, ça vient pas de la soupente, il sait que c'est très proche de lui, mais il n'arrive pas à savoir où. Il se lève de son lit, il essaye d'avancer précautionneusement vers la pièce principale, du coup de sortir de la soupente. Il arrive dans la pièce principale, il fait très attention au parquet, de ne pas faire grincer le parquet, il est en panique, hein. Il est en stress. En fait, le bruit est devant lui. Il veut comprendre si c'est quelque chose de totalement inoffensif ou si c'est quelque chose de dangereux pour lui. Au prix de le savoir une seule fois, quoi. Écoute, il a des énormes couilles. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, il rentre dans la pièce principale, il allume l'interrupteur, regarde le plafond, regarde à gauche, regarde à droite, regarde par terre. Le bruit ne s'arrête pas. Le bruit est systématique. C'est vraiment quelqu'un qui le fait. Un animal, ça n'a pas de rythme. Ça dépend. Tu me casses pas les couilles, Indiana Jones. Un animal, ça n'a pas de rythme. Donne-moi un animal qui a du rythme. Les grenouilles, les oiseaux, les... Ça n'a pas de rythme, c'est aléatoire. Tu sais, un chat, quand ça gratte, ça dit. Ouais, quand tu sais, les chats, quand ils font comme ça. Oui, mais c'est aléatoire. Mais non, il est là. Oui, mais pas aussi longtemps. Bon, ne cassez pas les couilles. Il regarde la porte. Il en est sûr. Le bruit vient de la porte. Il s'avance petit à petit. Il a limite l'impression que la porte vibre. Il est en sueur, il est en panique, il se sent en danger. Premier réflexe qu'il va avoir, c'est de prendre la poignée et de la tirer de toutes ses forces pour que justement, peu importe ce qu'on fait, on ne puisse pas ouvrir la porte. Au moment où il tire la poignée, le bruit s'arrête. Il est maintenant tétanisé, sa poignée dans la main, il fixe la porte d'entrée et il va rester comme ça 20 minutes. À partir de ce moment-là, il n'aura plus jamais vécu d'expérience paranormale. Mais attendez, je vais vous raconter 3 anecdotes qui lui est arrivées bien plus tard. Sa mère, quand elle s'est séparée... Oh mais t'es malade! Ça va pas! Oh, j'étais tétanisée. On n'interrompt pas les gens quand ils parlent d'histoire. C'est vrai, ils Les cris, j'aime pas les cris, j'aime pas les cris. Ça, j'aime pas ça. J'ai pas tilté, genre je vous ai oublié de vous expliquer, mais les parents sont séparés. Le lendemain, sa mère revient à la maison. Forcément, bon, il y a ça le vanne un petit peu, machin, bon voilà, t'as pu un petit peu halluciner. Elle lui dit, quand je me suis séparé de ton père, la mère, du coup, dormait dans la chambre de la sœur. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller vérifier sous la soupente. Il y avait un truc qui la dérangeait. Il y avait jamais rien, mais elle allait toujours à son endroit pour vérifier avant de se coucher parce que sinon, elle se sentait oppressée, elle se sentait pas bien. Plus tard, quelques années après, il fait une fête chez lui. Avec des amis. Il y a une de ses amies qui, elle a une sensibilité avec le côté un peu surnaturel. Elle aime bien regarder un petit peu les endroits, dire ah là je ressens des choses, etc. Elle regarde un petit peu toutes les pièces de la maison, rien nulle part. Il ouvre la porte de la chambre de sa grande sœur et avant même qu'il puisse se retourner, il voit son visage se métamorphoser et il dit non, et elle lui répond non je suis désolé je peux pas, faut que je parte. Et il va la voir et lui demande mais ça va? Et elle me dit en fait non je me sens pas bien dans la chambre de ta sœur, ça va pas, il y a un truc qui est bizarre, je peux pas. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu dans sa Voilà, chambre? sa sœur, elle a fait des trucs au cul. C'est la deuxième anecdote et la troisième anecdote, du coup, la dernière qui conclut cette histoire. Bien plus tard, il est à son année de BTS et son meilleur ami s'intéresse beaucoup à ce type d'histoire. Il demande si sa grande sœur a subi des choses un petit peu bizarres quand elle était petite. Thibaut lui explique que oui, étant petite, elle a beaucoup subi de harcèlement. Son meilleur ami lui dit que ça lui fait penser à une entité. Il y en a une autre! Oh non, madame, elle est revenue. C'est vrai, tu vas pas finir. J'ai pas le temps de finir! Bonsoir! Est-ce qu'on pourrait avoir un petit verre peut-être pour se détendre? Laissez-les juste dormir. Ah, moi, je veux juste terminer mon histoire. Son meilleur ami, du coup, ça lui fait penser à une entité en rapport avec la souffrance infantile. Il part récupérer son téléphone pour rechercher à quoi ressemble l'entité. Il lui tend le téléphone et quand Thibaut voit l'image, il devient blanc parce qu'en fait, l'entité, elle a des grandes griffes. Et à partir de là, il lui rend le téléphone et lui dit écoute, je veux plus jamais parler de cette histoire. Donc en gros, ce serait une entité qui aurait gratté à la porte. Pourquoi elle serait venue là au moment? Parce qu'il avait peur et qu'il était tout seul? La petite a subi des traumatismes type harcèlement quand elle était... Elle a laissé l'entité à la maison. Elle est partie, elle a déménagé, elle l'a laissé là, Il quoi. était tout seul, je sais pas. Ah, parents divorcés, trauma. Tu sais que même à l'heure actuelle, quand elle n'est pas là et que je suis tout seul à la maison, j'ai mon gun d'airsoft sous mon oreiller. Hein. Je la cartouche l'entité. Quand je suis là, je fais quoi en fait? Elle y va, elle se fait graille et moi je fuis. Est-ce que pour vous, mon histoire est-elle vraie ou est-ce qu'elle est totalement fictive? Moi je pense vrai.
Moi, je pense vrai aussi. Ça ressemble à une histoire, en tout cas, qu'une personne a vraiment ressenti. Moi, ça me dérange. Une entité spécialisée pour les enfants traumatisés. J'aurais été victime de cette entité. Bonjour, je suis une entité spécialisée. La dernière anecdote où il va en soirée et tout, et le mec lui dit « Attends, je vais prendre mon téléphone, je pense savoir quelle entité te fait chier vu que... » Ça a quand même pris plusieurs années. Hein. Dans n'importe quel film d'horreur ou quoi, un démon ça a toujours été trauma pour te faire du mal. Alors, il dit quand même qu'il veut plus entendre parler de l'histoire, mais il a quand même décidé de témoigner. De ce que je comprends, il y a quand même des années qui se sont passées. Il y a à ce moment-là, ça l'a, je pense, traumatisé. Enfin, je veux dire, pour la première fois, il a une explication. Qui parle pas du fait qu'il en ait peut-être parlé avec sa sœur, parce que elle a peut-être ressenti des choses. En effet, dans son histoire, il ne parle pas du fait qu'il ait parlé avec sa sœur. Donc pour toi, c'est faux. Pour toi, c'est vrai. Et pour toi, ouais, cette histoire est fausse. Non, on a 3 points. Elle est fictive. Mais on a une histoire vraie, c'est ici ou... Bon, Yvan, c'est vrai, mon ref. Hein. Elle vous a plu? C'était une très bonne histoire. En vrai, moi je trouve qu'on se plonge dedans de fou. S'il n'y avait pas eu ces petits détails de soirée, je pense que j'aurais pu dire vrai. Ce qui m'a fait le plus flipper dans l'histoire, c'est vraiment ce côté de quand il prend la poignée et qu'il reste bloqué devant la poignée en mode qu'est-ce que je dois faire? Il peut se passer n'importe quoi. Même moi, quand j'ai lu l'histoire, j'étais là. Voilà, je me suis mis à sa place, c'est là horrible. C'est parti, à toi de jouer, Yvan. Eh ben, moi j'ai été vachement touché par toutes vos histoires, mine de rien, parce que je trouve que dans la mienne, il y a un peu de tout. Une grippe espagnole, une maison hantée Non mais et des mecs qui grattent au mur. On va voir. Et la petite particularité de cette histoire, en fait, c'est que pour ceux qui me connaissent pas, j'explore un petit peu le monde, je bosse avec les animaux et je vais dans des zones un peu reculées. Et c'est une histoire qui prend racine en 2017 au Mexique. Côte Pacifique. Il faut que vous imaginiez un peu que moi à l'époque en fait en 2017 je commençais un peu à voyager pour faire mes premiers documentaires. J'allais dans l'optique de filmer une mygale qui se trouve vraiment dans un seul petit état du Mexique qui s'appelle l'état de Jalisco. Et donc pour pouvoir y accéder, donc je me souviens j'avais fait un petit voyage éclair, moins de 2 semaines, et j'avais pris le bus pour aller rejoindre à la frontière de Colima, entre Colima et Jalisco. J'avais mon grand-père qui vivait chez mes parents à l'époque et il avait une assistante médicale qui était mexicaine. L'auxiliaire de vie de mon grand-père, elle m'a filé un contact sur place pour pouvoir être hébergé. J'avais pas envie de faire de camping sauvage ou ce genre de truc. Et elle m'avait filé donc le contact de Fernando et que j'ai rejoint en bus à l'arrêt de bus de Pedregal. Lui, sa baraque à lui, parce que j'allais dans un village qui prend la route nord jusqu'à El Rodeo. Et en fait... El Rodeo. Google Maps. Ok. Oui, puis la ville d'à côté, c'était Burrito. Hein. J'utilise Google Maps pour pouvoir en fait regarder un petit peu les biotopes qui correspondent aux animaux que je cherche. C'était en fin de journée et je lui explique en gros ce que je cherche, tu vois, donc el araño, donc l'araignée. Et en fait, il m'explique que ici, faut pas sortir. Il me dit, écoute, c'est simple, si tu veux chercher ta mygale... Ouais, tu sors pas la nuit. Tu sors pas la nuit. L'araignée vivait plutôt la nuit, donc en fait, il fallait quand même que je sorte la nuit. Il me dit non, tu sors pas. Je lui dis pourquoi? C'est ce que c'est les cartels, tu vois. Il me dit non, c'est dangereux quoi, peligroso, c'est dangereux, tu sors pas. Moi c'était un peu quand même à l'époque où je dépensais une fortune pour faire mes premières vidéos. Il fallait impérativement que je la trouve en fait cette araignée. Je peux pas te permettre de foirer. Voilà, j'ai attendu la tombée de la nuit. Je suis sorti quand même. Donc j'ai pris ma petite contact. Derrière Fernando, il le sait pas que tu sors. T'as fait le mur. Ouais, enfin Fernando il était avec ses potes à côté. Je prends l'équipement de base, ma frontale, mon téléphone et en fait juste avant de commencer à faire petite expédition, j'envoie quand même un message à ma copine de l'époque. Et donc je lui dis écoute, je sors dans la forêt, donc faut vous imaginer vraiment un paysage qui est hyper désertique, avec des petits arbustes, il y a très peu d'arbres, très très haut, ça dépasse pas les 3 mètres au niveau des arbres. Il y a vraiment juste la petite colline en fait. Il fait nuit, t'entends les grillons, t'entends cette atmosphère, t'entends le vent. Et moi je grille ma clope. Et je fume ma cigarette et puis je textote tranquille à ma nana, en me disant voilà, je sors la nuit, qu'est-ce que tu fais? J'avance en continu parce que je me dis ok je vais aller direction le bois quoi. Je vais aller là où elle cherche. Et ces araignées-là elles vivent plutôt au niveau des pieds, au niveau des racines des arbres. Donc je me suis dit ok, je prends cette direction-là. Je regarde par rapport où je suis au village et j'avance. Et je sais pas encore aujourd'hui ce que j'ai vu. J'ai une formation scientifique, c'est-à-dire que normalement tout bon scientifique laisserait porte ouverte à n'importe quelle théorie. Imaginez que je suis donc dans ce champ où t'as quand même une bonne lune. Le temps que les yeux s'adaptent, tu vois, entre l'écran du téléphone et la luminosité, il y a un petit temps. Mais je le range dans la poche, je continue de griller ma clope qui est la fin. Et en fait, le temps que mes yeux s'habituent, il se passe quoi? 1 minute, 2 minutes? Et là, il y a ce putain de truc là, 50 mètres en face de moi. Une silhouette humaine. Qui avance vers toi. Non, qui avance. Oh
Oh, ta mère la pute! Il y a un putain de cri comme ça. Ah, arrête, il y a un putain de cri comme ça qui s'est déclenché. Il y a un cri comme ça qui s'est déclenché juste après. Il y a quelque chose qui a hurlé, un bruit terrifiant. On dit que la peur, en fait, c'est un fantasme d'une situation qui pourrait arriver ou jamais arriver. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça arrive vraiment? Le stress, l'angoisse, la peur, la panique, l'effroi, la terreur, t'as plein de paliers par lesquels tu passes en fait. T'es passé par quel palier toi? Là, j'étais figé sur place. Ah, t'étais tétanisé? Non, j'ai figé sur place. J'ai été parcouru d'un frisson, mais c'est pas ça le pire. Ça venait plus loin, j'étais quand même déjà suffisamment assez loin du village. J'étais pas loin de la forêt, j'avais bien avancé. Et quand je me suis retourné pour regarder la silhouette avait disparu. Et c'est ça qui m'a rendu fou. C'est ça qui m'a rendu fou parce que le temps entre le moment où j'ai regardé et que j'ai re-regardé en direction de la silhouette, il s'est passé quelques secondes, même pas. Et le paysage que j'avais devant moi était suffisamment dégagé pour que je me dise ce truc est sorti de nulle part et il est parti de nulle part. Tout à coup. C'est pas fini. Tout est devenu excessivement calme. C'est-à-dire que plus un seul grillon, pas un seul courant d'air, rien. Même pas le bruit du village qu'on pouvait entendre encore, tu sais, par les fenêtres qui sont ouvertes, des mecs qui rigolent, etc. Rien. Tu t'es demandé si t'étais devenu sourd? Pas du tout. J'ai figé. Et là, je reprends encore l'histoire du petit Thibaut. J'ai figé sur place. Et j'ai commencé à juste stresser. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre? J'ai pris la décision de rentrer. Le problème que j'ai fait, qu'à un moment donné où parfois, quand t'es pris en chasse par quelque chose, bah, si tu agis comme une proie, cette chose te considère comme une proie. Et j'ai agi comme une proie. Ah, t'as couru? Ah, t'as couru? Et j'ai agi comme une T'étais proie. à pied ou t'avais pris? J'étais à pied. Et sans me retourner, je sentais que derrière moi, il y avait le pas lourd, la respiration profonde, monstrueuse de quelque chose d'assez balèze en fait. T'étais à combien de temps du village? Vraiment en sprintant? Ouais. Une minute 2 minutes, même pas. Non, j'étais pas loin, j'étais à 200 mètres. Tu sens en fait quand t'as peur pour ta vie. À quel niveau tu la classes par rapport au jour où t'as trouvé une casquette ensanglantée dans une mare de sang dans la forêt? Tout ce souvenir que j'avais eu de cette expérience-là m'a fait plus peur que juste le fait de trouver une casquette en fait. Enculé, mais t'es un malade! Ah non mais je vois, c'est bon là, stop. Je vais me retrouver à poil parce que moi à chaque fois je tape des pieds. Vidéo de merde! Je te protège! J'en ai marre, j'en peux plus. Oh, c'est un claqueur le bordel! Fini l'histoire! Dis, Yvan, finis là. Fini l'histoire! Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai plongé dans la fosse septique. Quoi? Et donc, enfin, c'est une espèce de tête de mare de rétention d'eau en fait. Le temps quand t'es sous l'eau, alors que tu viens d'être pourchassé par quelque chose et que ton cœur, Ah ouais, mais attends, impossible. t'es en tachycardie totale et t'es comme ça, t'as du mal à retenir ta respiration sous l'eau et que tu dois prendre la décision de remonter à la surface, il est horrible. T'es en pleine nuit, t'as le frontal vient de cramer parce que t'as sauté dans l'eau, t'as plus rien, tu vois rien, tu sais pas ce qui t'a pourchassé. Et ben à un moment donné, il a fallu quand même que je remonte à la surface. Je voyais absolument rien et ce qui comptait le plus pour moi, c'était juste de sortir cette partie-là, en fait, que j'ai pas réussi. J'ai bu la tasse, j'ai pas réussi à bouffer pendant 3 jours. J'ai perdu mon téléphone. À l'époque, les iPhones, ils prenaient l'eau. T'es à la surface de l'eau, t'essaies de faire le moins de bruit possible. T'es essoufflé et en fait, tu dois vraiment essayer de juste surveiller s'il n'y a pas cette chose, ce truc-là. Et j'ai attendu et en fait, j'ai hurlé. Fernando est arrivé avec 2 gars, 2 chiens, des fusils. Donc il y avait Esteban et Paul. Et ils ont dit, je te l'avais dit, sale con! On dit, je te l'avais dit, sale con. Ah ouais. Ils viennent en pick-up parce qu'ils savaient pas où est-ce que j'étais. Ils me ramènent tranquille à la maison. Les mecs sont quand même un peu sur le qui-vive. En arrivant à la maison, et c'est là où j'ai vrillé encore plus. Moi, zoologiste, j'ai voulu savoir ce que c'était, tu vois. Et je leur ai demandé, est-ce que c'est un puma, tu vois. Ils m'ont dit, non, c'est un puma. Ça va, non, ouais. Je suis troublée. Et c'était la meilleure histoire pour finir, je pense. Moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont perturbé et j'en parlerai après l'histoire. Moi je suis mitigée. Je me dis que c'est potentiellement basé sur une vraie expérience, un vrai endroit, mais peut-être pas à ce point. À mon avis, dans tous les cas, même si elle est fausse, c'est un truc qu'il a vécu, qu'il a transformé. Parce que pour la raconter comme ça, c'est forcément qu'il y a une part de vérité, peu importe le pourcentage, mais il y a forcément une part de vérité là-dedans. Alors, d'après vous, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Alors je connais le mieux Yvan, mais on sait pas non plus. Alors on s'est beaucoup vu, mais lors de divers projets, il m'a déjà raconté des histoires, notamment cette histoire de casquette. T'es dans la jungle, t'étais avec quelqu'un et t'es tombé sur une mare de sang, avec une casquette au milieu. Ta théorie, c'est que ce soit un tigre qui ait chopé quelqu'un et que t'aies pu te barrer avant que le tigre te tombe dessus à toi. C'est quand même terrifiant et il était hyper à l'aise en me le racontant.
il avait pas une once de peur comme ça, tu vois. Vraiment, c'était pour lui, c'était l'euro. En fait, il y a deux possibilités. Soit tu me sors une masterclass. À chaque fois, tu m'as parlé des hurlements et du fait que t'aies peur des hurlements. Comme par hasard, dans ton histoire, c'est le hurlement en centrale de ce côté traumatisant. Du coup, je pense que cette histoire est fausse. J'ai envie que ce soit vrai, j'ai envie d'y croire. Ma petite voix intérieure me dit que c'est faux. Il y a un truc qui cloche. Personnellement, j'ai envie de tenter le vrai. Je me dirais quand même 4 histoires fausses. Laissez-moi mal dormir ce soir en me disant qu'il y a une créature mystique qui vit au Mexique et qui empêche un petit village de sortir le soir. Vas-y, j'ai envie d'y croire. T'as donné des lieux très précis et à la fin, t'as dit on garde ça secret et tout ça, machin. Parce que là, on peut y aller. Toi, t'es une petite maligne, toi. Gringo peligroso. Je dis faux, mais je suis sûre que c'est basé sur un truc vrai. Ok. Il est temps de la révélation, Yvan. Eh ben, c'est une histoire, du coup, je sais pas comment le dire, mais c'est une histoire qui est vraie, mais qui a été modifiée pour être un peu plus creepy et embellie. Qu'est-ce qui est faux? Le cri. Par contre, je me suis vraiment fait pourchasser par quelque chose. J'ai vraiment vu une entité dans un putain de champ. C'était vraiment à Pedregal sur le vide. Mais pourquoi t'as rajouté le cri? C'était pas la peine. Est-ce que tu fais exprès de faire style? T'as vraiment peur de tous les hurlements à un point. Tu le sauras jamais. J'en étais sûr. J'ai capté son jeu. Je savais qu'il faisait genre avec les hurlements. Putain. Un des autres détails, à un moment donné, Esteban, il me dit no estaba un puma, estaba la muerte. C'est vrai ça? Il me l'a dit, mais en fait en rigolant. Il se foutait de ma gueule, parce qu'il m'avait prévenu de... Mais du coup, il y a vraiment un truc dangereux qui t'a poursuivi. Ouais, mais tu sais, c'est les croyances locales en fait. Eh bien, j'ai kiffé cette dernière histoire. J'espère que les petits happenings vous ont plu. J'étais au courant, mais de leur apparition, non. Je ne savais pas du tout quand est-ce qu'ils arrivaient. Donc je suis très contente d'avoir réussi à moins t'avoir fait peur. J'ai pas eu peur. Vidéo de merde. Y a-t-il vraiment un gagnant dans cette histoire? Sora, ouais, au final, s'en est bien sorti pour déceler le mensonge. J'aurais aussi Adeline aussi. Pour moi aussi, est une très bonne menteuse. Mais je crois que je suis seul à avoir 2 points. Autant t'as 2 points. Nous sommes à Dark Dreams, si je l'ai bien prononcé. Je vous invite à aller découvrir les lieux. C'est un espèce de jeu immersif. Vous allez passer sûrement un mauvais moment, je ne sais pas, à vous de voir. Je vous mets dans tous les cas le lieu dans la description. N'hésitez pas. Let's go les gars si vous voulez passer un bon moment. Merci à Adeline, merci à Sora, merci à Yvan d'avoir participé à cette vidéo. J'ai adoré qu'on se monte. Retrouvez leur chaîne en description. Et la nouvelle tête Yvan. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 et avec qui. Et on pourrait même du coup axer les histoires sur des histoires personnelles en fait, des choses qui nous sont arrivées. Là, je n'ai pas pu le faire avec Sora et Adeline parce qu'ils connaissent toute ma vie et je connais toute leur vie. Donc c'était clairement impossible. Ah, Ah, moi aussi, je décompresse en tant que c'est fini là. Eh, c'est bon. En attendant la prochaine vidéo dimanche, les gars, portez-vous bien. Des bisous. Ciao. Au revoir. Salut.